Bienvenue dans cette deuxième leçon qui se rapporte à la respiration. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le phénomène de respiration chez l'homme. Et voici les grandes articulations de la leçon. Nous allons d'abord commencer par le trajet de l'air dans les voies respiratoires. Et puis, nous allons voir comment la respiration est exécutée, donc le moteur de la respiration, qui sera suivi par le rôle des hématies dans la respiration. Puis, nous allons aussi voir comment l'intoxication au monoxyde de carbone peut être un problème très sérieux pour la respiration. Nous allons traiter aussi les effets du tabac sur nos organes respiratoires et par après nous allons clôturer cette leçon sur la respiration du fœtus, mais aussi quelques adaptations de la respiration pour des individus qui vivent dans les hautes altitudes. Merci, je vous souhaite bonne suite dans la vidéo, les enregistrements qui vont suivre. Merci beaucoup. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère.
Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'anatomie de l'appareil respiratoire. Le métabolisme cellulaire nécessite du dioxygène qu'il faut apporter aux cellules et génère du dioxyde de carbone qu'il faut éliminer. Ces échanges gazeux entre l'organisme et son environnement, appelés respiration, sont réalisés par un ensemble d'organes fonctionnant de manière coordonnée. Ces organes constituent l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est principalement localisé dans la cavité thoracique, délimitée par les côtes et le sternum dont l'association forme la cage thoracique, le cou et le diaphragme, un muscle impliqué dans les mouvements respiratoires. L'appareil respiratoire comprend les poumons droit et gauche, constitués respectivement de 3 et 2 lobes, qui sont les lieux des échanges gazeux respiratoires. Il comporte aussi les voies respiratoires, des structures qui permettent d'acheminer l'air depuis l'environnement jusqu'aux poumons, mais qui ont aussi pour fonction de filtrer l'air inspiré, de le réchauffer et de l'humidifier. L'appareil respiratoire comprend aussi les muscles respiratoires, dont la contraction permet les mouvements respiratoires à l'origine de la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire du renouvellement de l'air dans les poumons. Enfin, il ne faut pas oublier la plèvre, une membrane qui enveloppe les poumons. Ce type d'enveloppe entourant un organe s'appelle une séreuse. La plèvre protège les poumons des frottements occasionnés par les mouvements respiratoires. L'espace entre les deux poumons, qui contient entre autres le cœur, s'appelle le médiastin. Décrivons à présent plus en détail les voies respiratoires. Elles sont divisées en voies respiratoires supérieures et inférieures, selon qu'elles sont situées hors ou dans le thorax. Les voies respiratoires supérieures comprennent évidemment le nez et la cavité nasale, mais également la bouche et la cavité buccale, puisqu'on peut aussi respirer par la bouche, ce qui est bien utile en cas de gros rhume. Les cavités nasales et buccales se rejoignent au niveau du pharynx. L'air inspiré et les aliments arrivent donc au même endroit. Pourquoi les aliments ne pénètrent-ils pas dans la trachée? C'est là qu'intervient l'épiglotte, une sorte de clapet cartilagineux qui obstrue la trachée lors de la déglutition, quand on avale des aliments. Chez les très jeunes enfants, l'épiglotte peut avoir encore quelques ratés, c'est pourquoi les tout petits aliments sont à éviter. Notons qu'entre le pharynx et la trachée, il y a le larynx, organe de la phonation. L'air expiré passe à travers les cordes vocales, ce qui nous permet d'émettre des sons. Nous voici maintenant au niveau de la trachée, située dans le thorax. Nous avons donc atteint les voies respiratoires inférieures. La trachée se divise en deux ramifications appelées bronches souches. Chaque bronche souche pénètre dans un poumon, puis se ramifie elle-même en 2 ou 3 bronches lobaires, qui pénètrent chacune, comme leur nom l'indique, dans un lobe pulmonaire. Après encore plusieurs niveaux de ramification, on aboutit finalement aux bronchioles, littéralement petites bronches, qui pénètrent chacune dans une alvéole pulmonaire. Une alvéole est un petit sac rempli par l'air acheminé grâce aux voies respiratoires que nous venons de décrire. C'est au niveau des alvéoles qu'ont lieu les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang. L'expression arbre bronchique est souvent utilisée pour décrire ces ramifications, car elles font penser à un arbre à l'envers, dont le tronc serait la trachée. Décrivons à présent les muscles respiratoires. Il y a tout d'abord le diaphragme, un grand muscle localisé à la base des poumons, dont le rôle est fondamental dans la ventilation pulmonaire. Sa contraction induit une dépression dans la cavité thoracique, ce qui déclenche l'inspiration, tandis que son relâchement expulse l'air des voies respiratoires. C'est l'expiration. Notons que la contraction du diaphragme est automatique, mais que nous pouvons aussi mobiliser ce muscle volontairement. C'est la respiration forcée. Les muscles intercostaux, qui sont eux localisés entre les côtes de la cage thoracique, sont également impliqués dans la ventilation pulmonaire, mais ils sont surtout mis en jeu dans le cas d'une respiration forcée. Nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo les relations vasculaires entre le cœur et les poumons. Ce point fera l'objet d'une vidéo dédiée. Une autre vidéo sera consacrée quant à elle à l'histologie de l'appareil respiratoire
et décrira en particulier l'escalator mucociliaire et la barrière alvéolo-capillaire. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio. Dans cette partie de la leçon, on va parler de l'intoxication au monoxyde de carbone, mais aussi des effets du tabac sur l'appareil respiratoire. Chez une personne qui ne fume pas, l'appareil respiratoire ne présente aucune coloration spécifique. Nous savons que c'est au niveau des poumons, plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires, où que s'effectuent les échanges respiratoires, fixation de l'oxygène et rejet du gaz carbonique. Cependant, si par exemple la personne inhale de l'air riche en monoxyde de carbone, c'est plutôt le monoxyde de carbone qui va être fixé par l'hémoglobine se trouvant sur les hématies, parce que l'hémoglobine est plus attirée par le monoxyde de carbone que par l'oxygène. C'est pourquoi donc il faut éviter de respirer de l'air contenant du monoxyde de carbone sous peine d'avoir une asphyxie, car notre organisme, les hématies, donc l'hémoglobine, va plus fixer du monoxyde de carbone que de l'oxygène. Voilà, pour une personne qui fume, on voit que l'appareil respiratoire est coloré en noir. Toutes les parties de l'appareil respiratoire sont décolorées d'une façon un peu particulière. Et l'autre chose à signaler, c'est que les poils qui se trouvent dans les voies respiratoires et les cils vibratiles qui se trouvent dans la trachée artère sont détériorés. Cela entraîne une production énorme de mucus au niveau des voies respiratoires. Et c'est pourquoi les fumeurs ont souvent tendance à cracher comme mécanisme de défense, où l'organisme essaie de rejeter ses goudrons, ses déchets par le crachat. Donc l'appareil respiratoire produit beaucoup de mucus. Et c'est la raison pour laquelle les fumeurs ont souvent tendance à cracher. Et sans oublier aussi que au niveau des alvéoles pulmonaires, la fumée du tabac détruit ces alvéoles pulmonaires. Donc, la surface d'échange respiratoire diminue avec le temps. Plus on fume beaucoup, plus on en détruit beaucoup. Et c'est pourquoi les fumeurs s'essoufflent rapidement pour un moindre effort, du fait que la plupart de les alvéoles pulmonaires ont été endommagés par la fumée du tabac. Merci, j'espère que vous avez compris l'intoxication au monoxyde de carbone ainsi que les effets du tabac sur l'appareil respiratoire. Terminons notre leçon sur la respiration en parlant de la respiration du fœtus et adaptation à la respiration à haute altitude. Le fœtus, dans le ventre de sa maman, respire encore à travers le cordon ombilical. La respiration pulmonaire n'est pas possible, mais l'oxygène, le nutriment dont le fœtus a besoin passe à travers le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'il y a des capillaires qui se trouvent à ce niveau, au niveau de la jonction entre le cordon ombilical et le placenta. Ces capillaires permettent les échanges respiratoires
l'oxygène entre et le gaz carbonique sort. Pour terminer, parlons maintenant de comment s'adaptent les individus qui vivent dans les hautes altitudes. Comme nous le savons, plus on monte en altitude, plus la quantité d'oxygène disponible diminue. On peut le voir sur ce tableau. À 0 mètre d'altitude, la teneur en oxygène est 100%, mais quand on arrive à 9000 mètres d'altitude, on voit que l'oxygène disponible est 30%. Alors, comment s'adapte le rythme respiratoire de ces gens qui vivent là-bas? Pour les gens qui vivent dans les hautes altitudes, le rythme respiratoire s'accélère par rapport aux individus qui vivent dans les basses altitudes. En plus, leur organisme produit beaucoup de globules rouges. Et ces globules rouges donc permettent la fixation de peu d'oxygène disponible dans le milieu. Merci, je pense que la vidéo vous a aidé à comprendre comment le fœtus respire, mais aussi comment s'adaptent les individus vivant dans les hautes altitudes pour respirer le peu d'oxygène disponible. Merci. Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur toute la leçon qui vont vous aider à comprendre davantage la notion de respiration humaine.